Je suis donc le fils de Maoussi et de Abossédé, petit-fils de Aoumenou et également descendant de Théabanin et d'Akongo. Je suis un développeur de Kota à Porto Novo, au Bénin. Ce petit garçon de 6 ans, vous l'aurez compris, il n'a pas été inventé. C'est bel et bien moi. C'est mon histoire. C'est celle que j'ai vécue en banlieue parisienne quand j'étais un tout petit garçon. Cette claque va me marquer à vie et va forger mon identité, va forger ce que je suis aujourd'hui. Et il y a de ces événements qui vous marquent la vie. Ce n'est pas une rencontre, une histoire que j'ai souvent racontée. Bien au contraire, je l'ai tue pendant très longtemps. Pendant trop longtemps, en fait. Et je vais vous dire, dans la salle, il y a des gens qui me connaissent depuis de très nombreuses années, qui l'entendent certainement pour la première fois, parce que ça doit faire à peu près 2 ans que je la raconte. Et je la raconte pourquoi? À cause de mon fils. Et je vous expliquerai pourquoi dans les prochaines minutes. J'avais pourtant à l'époque vécu une enfance exempte de toute forme de racisme. Oui, je suis né en France, mais par la suite, j'ai vécu dans la plus belle des maisons, celle de ma grand-mère à Porto Novo. Je jouais avec les moutons, les poulets, les canards, j'avais des chiens, j'avais mon frère, j'ai appris à faire du vélo avec un vélo qui n'avait pas de frein. C'était superbe. J'ai été élevé comme un vrai petit prince par une grand-mère aimante et adorante qui me comblait absolument de bonheur. Avec elle, j'ai appris à distribuer, avec elle, j'ai appris la générosité, avec elle, j'ai appris à donner et à partager. C'est ça, ce sont des valeurs qu'on m'a inculquées. Et ça, ce sont des valeurs que tout parent tente d'inculquer justement à son enfant. Ça, ce sont des valeurs culturelles africaines qu'on m'a profondément ancrées. Le partage, la compréhension et surtout d'être digne et d'être fier de ce que j'étais. Mais ce jour-là, cet événement, sans le savoir, allait façonner mes relations avec le reste du monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais 6 ans. Comme une huître, je me suis renfermé. Et comme une huître, j'ai commencé à avoir peur. Peur des autres. Ces autres-là. Ces autres qui ne me ressemblaient pas, mais qui pouvaient me menacer à tout moment. Avec cette gifle, cette agression, j'ai appris à être attentif aux regards, aux paroles et aux gestes qui pouvaient menacer mon identité d'enfant noir qui vivait dans un pays ou dans un milieu dans lequel on me faisait clairement comprendre que ce ne serait jamais le mien. J'étais donc un invité qu'on supportait, mais qu'on n'hésitait à aucun moment à remettre à sa place. Une place qu'on avait bel et bien déterminée déjà à l'avance pour moi. Une place qui était celle d'un être et d'une personne que le système devait civiliser, devait rendre respectueux du privilège qu'on lui octroyait de côtoyer une civilisation, une culture dominante qui détient la norme. Cette histoire, je vous disais, ça fait très longtemps que je l'ai cachée. Et pourtant, j'ai eu une vie publique pendant de nombreuses années. J'animais des émissions de radio un peu partout, mais jamais je ne racontais ce propos. Pourtant, j'en ai raconté d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres par la suite. Mais celui-ci, qui est ma première rencontre avec le racisme, jamais je ne le racontais. Un trauma qui, aujourd'hui, quand je regarde mes propres enfants, j'ai 2 garçons, et à chacune de mes présentations, je dis la vérité que ce sont les plus beaux enfants de la planète. Je suis désolé pour les autres. Mes fils sont les plus beaux. Et mon filleul aussi. J'insiste là-dessus. Merci, c'est vrai. Alors, quand je regarde mes enfants, quand je regarde mes fils, quand je regarde mon filleul, et je me pose toujours la question de savoir comment pourra-t-il vivre lui aussi ce rejet de son identité. Ce mépris transmis par un regard. Regard de l'enseignant, de la direction d'école, du concierge, du travailleur social, ou encore même de l'éducatrice en garderie. Ça le marquera. Ça forgera son identité, ça forgera aussi sa peur du monde qui l'entoure. Cette parole, ce geste de mépris qui vise justement à le remettre à sa place. Je vous avoue que le père que je suis a peur chaque jour pour mes enfants. J'ai peur qu'ils reçoivent eux aussi cette gifle. J'ai peur qu'ils reçoivent ce regard, ce mépris qui va les marquer, qui va les forger pour l'avenir. Je me pose souvent la question, seront-ils traumatisés comme je l'ai été? Seront-ils écoutés, aimés? Est-ce que mon épouse et moi les exposons
Avons-nous les outils pour répondre à leurs questions, à leur détresse, à leurs peurs? Mais surtout, est-ce que l'école, à qui je les confie tous les jours, saura les prévenir de ce mal qui ronge notre société et qui ostracise encore aujourd'hui un trop grand nombre de personnes? J'avais 6 ans, ma vie a changé ce jour-là. J'ai eu peur. J'ai 49 ans aujourd'hui et je vais vous dire la vérité, j'ai toujours peur du racisme. J'ai grandi pourtant, j'ai évolué dans une société en esquivant les coups, comme un véritable dribbleur. J'ai été le Maradona de la vie. J'ai vraiment évité les coups. J'ai sauté par-dessus les obstacles. J'ai évité les pièges, les attaques, les agressions. Souvent, j'ai été en colère. Trop souvent, j'ai souhaité exprimer cette colère publiquement. Et très souvent, j'ai voulu hurler mon dégoût, ma peine. Mais pourtant, cette histoire, je ne l'ai pas racontée. Aujourd'hui, je le fais. Je le fais parce que devant moi, il y a une jeunesse qui se doit de l'entendre. Il y a une jeunesse qui doit savoir qu'effectivement, avant eux, d'autres aussi ont vécu ce genre de choses. Parce que certainement que je raconte cette histoire, mais il y a des jeunes ici qui m'entendent et qui doivent se dire ça me dit quelque chose, j'ai moi aussi cette colère à l'intérieur de moi. Et j'ai moi aussi cette peine aussi à l'intérieur de moi. Le racisme m'a poursuivi toute ma vie. En fait, il me poursuit encore aujourd'hui. Parce que de mon professeur de français, qui m'annonce à l'âge de 15 ans que je ne ferai pas d'études universitaires et que j'allais de toute façon échouer l'année scolaire, quoi qu'il arrive. Être interpellé par la police, dans les rues, adolescent ou même adulte, combien de fois pensez-vous ça m'est arrivé? Me faire fouiller systématiquement aux douanes lorsque je rentre chez moi avec mon passeport canadien. Le refus d'accès à un appartement alors que tous les justificatifs financiers sont fournis. Des auditeurs qui appellent pendant que je suis en nombre pour me demander de retourner dans mon pays ou de changer cette musique insupportable parce qu'ils estiment que je faisais la promotion de l'étranger. Également, de ces familiarités où on t'appelle man, ou encore yo, ou encore on te toise alors que tu es présent dans une rencontre en tant que gestionnaire, dirigeant d'une institution, mais tu es traité comme inconnu et avec une familiarité. Ça, c'est la réalité du racisme. Ça, c'est le vécu quotidien d'une personne racisée. Les humiliations ont été multiples. Elles sont encore présentes aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, croyez-moi, les parents ont été témoins. Mes parents ont surtout joué un rôle extraordinaire en me donnant des outils pour confronter ce racisme. Ils ont tenu à m'inculquer toute la fierté de mon héritage culturel, la fierté de mon identité, l'appropriation justement de mon histoire. Mes parents m'ont fait comprendre également que l'histoire de mes ancêtres avait été teintée justement de violence, malheureusement, bien malgré eux. On m'a parlé d'esclavage, on m'a montré d'où partaient les esclaves, on m'a aussi montré où est-ce qu'ils arrivaient. On m'a montré comment est-ce qu'ils vivaient. On m'a expliqué le colonialisme et son impact sur la société, et notamment ses plaies indélébiles et ses cicatrices qui sont restées, qui marquent aujourd'hui des individus et des générations entières. Ça a marqué mon imaginaire, mais ça aussi, ça m'a préparé à m'adresser à vous aujourd'hui, à parler d'une voix calme et sereine de mon identité, de sa richesse, de ma culture, de sa richesse encore une fois, mais aujourd'hui, j'affirme haut et fort mon identité, qui je suis. Yves Gérard Mungoko, de Bota, Porto-Novo. Le mois de l'histoire des Noirs que nous ouvrons aujourd'hui est essentiel dans notre vie, dans notre compréhension, et surtout pour forger une société et également forger des identités fortes sur la jeunesse afrodescendante, où qu'elle soit. Il est important de prendre en considération cette histoire pour vous bâtir. Elle est la vôtre. Cette histoire est essentielle parce que c'est le résultat qui compte. Le résultat est quoi? C'est que nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous avons une histoire liée. Elle n'a pas été faite nécessairement volontairement. Cette histoire a été difficile, très dure. Nous connaissons tous l'histoire de personnes qui ont traversé l'Atlantique. Certains sont morts durant ces traversées.
D'autres ont survécu. On connaît tous l'histoire de celles et ceux qui ont vécu le colonialisme, notamment. C'est dur, c'est très difficile quand on y pense. Ça réveille chez nous un sentiment de colère, ça réveille chez nous un sentiment également de peine, et ça nous donne aussi de temps en temps une volonté de hurler notre colère vis-à-vis de cela. Mais essentiellement, ce qui est important de comprendre, c'est que ces faits nous condamnent aujourd'hui, qui que nous soyons, peu importe notre identité, peu importe notre couleur de peau, à vivre ensemble. Ce sont ces événements qui nous ont condamnés aujourd'hui à être obligés de nous côtoyer au quotidien. Nous avons donc un choix, soit de le faire correctement et de prendre les mesures adéquates pour être en mesure de créer un environnement social qui soit stable, qui nous permette une émancipation de chaque individu, de chaque identité, ou de faire la politique de l'autruche. On se croise, on ne se connaît pas, et on finira inexorablement vers une colère que personne ne pourra contrôler. Ça, c'est le danger qui guette la société aujourd'hui. L'expression de votre colère également doit se faire et doit être contrôlée, parce que par moments, on finit par s'en prendre à des gens qui sont nos semblables, parce qu'on est furieux, parce qu'on estime qu'ils vont pas assez vite, parce qu'on estime qu'ils prennent les pieds, qu'ils ont des paroles un peu trop conciliantes avec l'oppresseur. Ça, c'est un autre danger. Parce que des fois, on les traite de tokens. Ça, c'est un autre danger aussi qui nous guette. Structurer la colère, structurer la peine, exprimez-la, mais surtout voyez au-delà de ce qu'il y a. Et élevez-vous au-dessus de la mêlée pour être en mesure de démontrer la force que vous avez et surtout la nécessité de construire un environnement qui soit exempt de toute forme de discrimination. Parlons un petit peu du milieu scolaire. J'apprends à le connaître. Je ne le connaissais pas beaucoup. J'apprends à le connaître aujourd'hui, le milieu scolaire. J'apprends aussi à reconnaître que c'est très difficile d'y faire des changements. C'est pas facile. Le milieu scolaire ontarien vit aujourd'hui une réalité, et particulièrement les écoles de langue française. Vous avez des écoles, en tout cas au CPO, nous avons des écoles où 70% de la population est issue de l'immigration de première ou de deuxième génération. Et qu'est-ce que ça entraîne, ça, vous croyez? Ça entraîne une population étudiante qui est issue de l'immigration. A-t-elle une représentation maintenant au niveau des cadres du conseil scolaire? A-t-elle une représentation au niveau des enseignants? A-t-elle une représentation au niveau des travailleurs sociaux? Ça aussi, c'est un enjeu. Comment les intégrer? Les barrières sont au-delà des conseils scolaires, très souvent. Le meilleur exemple, c'est cette volonté du ministère de l'Éducation de mettre sur pied une stratégie en éducation inclusive. C'est beau de mettre en place une stratégie en éducation inclusive. C'est fait. On y va avec des notes politiques, on y va avec des directives qui sont transmises au conseil scolaire. Faites, mettez en application. Pas de ressources, pas d'accompagnement, pas de structure, mais faites-le. Et ça aussi, c'est un autre défi que rencontrent les conseils scolaires de langue française en Ontario. Qui à cela doit-on ajouter un autre élément, une autre couche? La construction identitaire. Est francophone en Ontario, qui exactement? Est franco-ontarien, qui exactement? Je lance ainsi un débat, je sais que j'ai 25 minutes parce que je pourrais en parler très longtemps, parce que ça aussi c'est un autre débat. La question de l'appartenance. Est-ce que nos élèves, nos enfants dans nos écoles, sentent qu'ils appartiennent véritablement à la communauté? Se sentent-ils inclus dans cette communauté? Est-ce que quand on leur enseigne leur histoire, c'est leur histoire justement qu'on leur enseigne ou l'histoire de quelqu'un d'autre? En leur disant, voici, tu vas t'intégrer à cette histoire. Mais plutôt, la question, c'est est-ce qu'on va t'inclure dans notre histoire pour en faire la tienne? Ça, c'est l'appartenance. Ça, c'est la création du sentiment d'appartenance. Si tu ne le fais pas, tu exclus de facto. L'enfant ne se sentira jamais inclus dans ton projet de société.
Et l'adulte qu'il sera formera ses enfants pour qu'ils ne se sentent pas inclus dans ce projet de société parce que tu l'as rejeté essentiellement. Le racisme et la discrimination a ceci de particulier. Une action raciste ne touche pas que l'individu, il touche de facto ses descendants qui ne sont même pas encore nés. Ce que j'ai vécu, je l'ai caché. Mes filles ont 10 ans et 7 ans aujourd'hui. Ils me posent des questions, je suis obligé de répondre à ces questions-là. Je me dois de partager mon expérience. Je me dois de leur expliquer. Et là, soudainement, je suis de facto aussi en train de forger leur vision du monde. Si ma vision a été celle de l'exclusion, imaginez comment est-ce qu'ils vont se sentir et comment est-ce qu'ils vont commencer, dès leur plus jeune âge, à appréhender les coups. L'incapacité d'intégrer et d'inclure les individus dans un projet collectif nuit à la construction d'une société qui est véritablement stable. C'est un danger qui nous guette et malheureusement aujourd'hui, le système scolaire n'a pas les outils pour y faire face. Ça, c'est une réalité. Le ministère lance des stratégies, mais malheureusement, ne les accompagne pas réellement. Autre exemple, nous avons ici des enseignants, j'en ai rencontré quelques-uns. Première, deuxième génération d'immigration. Un grave problème aussi nous guette. On a une pénurie d'enseignants dans les écoles françaises. Malheureusement, on est incapable de recruter. Parce qu'il y a des barrières systémiques qui ne relèvent pas du conseil scolaire, qui ne relèvent pas des associations professionnelles, mais qui relèvent des ordres. Par exemple, un individu va se présenter. Il est diplômé. Il a des diplômes. Il passe à l'Université d'Ottawa, à l'Université Laurentienne, à l'Université de l'Ontario français, passe son cours en éducation, mais soudainement, l'ordre lui refuse sa reconnaissance. Ce n'est pas le syndicat qui lui a refusé sa reconnaissance. Ce n'est pas le conseil scolaire qui lui refuse sa reconnaissance. L'ordre lui refuse sa reconnaissance. Et donc, il devient un enseignant de seconde classe, sous-payé. Il sera suppléant long terme pendant 12, 15 ans de sa vie. Sous-payé, avec un salaire de 20 000 $ de moins que ses collègues. Imaginez l'impact sur l'individu. Il le voit, il voit comment le système est discriminatoire à son endroit. Imaginez l'impact social sur la famille, en termes de revenus, en termes de construction de projets familiales, en termes de vision de rêve. Il éternise ce rêve-là. Il se transforme en véritable cauchemar, pas juste pour les parents, mais aussi pour les enfants, qui eux viennent grandir au Canada. Ça, c'est le danger qui nous guette aussi. Autrement dit, ce que je vous dis aujourd'hui, continuez de militer. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Toutes celles et ceux qui sont ici sont certainement convaincus de la lutte contre le racisme dans le système scolaire. Mais regardez bien autour de vous. Pensez toujours aux absents. Notez leur absence. Faites-leur savoir qu'ils étaient absents. Quand on les a invités à une table, quand on les a invités à une discussion, quand on les a invités à prendre la parole, quand on les a invités surtout à prendre position contre le racisme, contre la discrimination, ils n'étaient pas présents à la table. Je vais vous dire très franchement, et je vous parle avec honnêteté, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, parce que c'est un projet qui me tient très personnellement à cœur. Je connais Mme Gog et sa famille, depuis très longtemps. Je connais ses enfants, je les ai vus, ils étaient déjà très très grands, c'est vraiment le cas de le dire, mais ils étaient très jeunes aussi. J'ai suivi comment ça s'est passé, je connais Mme Kalunda depuis aussi très longtemps. Je suis un peu ici à Toronto chez moi, il y en a plusieurs d'entre vous d'ailleurs que j'ai vus petits, et que je vois aujourd'hui grandir. Je suis toujours fier de revenir à la maison, mais je suis aussi très déçu de ne pas voir la présence des gestionnaires des conseils scolaires. J'aurais souhaité les voir ici aujourd'hui, entendre ce message. Alors je leur dis,
Pour le deuxième forum, ils sont mieux d'être présents. C'est un message que je leur lance. Et je vous invite à relayer ce message. Vous êtes mieux d'être présents. Sinon, on vous le fera savoir. Votre devoir, c'est d'être ici, aujourd'hui, pour comprendre ce que vivent vos élèves dans vos écoles. Les enfants ne sont pas qu'un nombre. Ils sont celles et ceux qui nous remplaceront dans quelques années. Ils sont celles et ceux qui prendront la relève. Ils sont celles et ceux qui construiront une société inclusive. Je vous souhaite de très très bonnes discussions et n'oubliez pas, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il nous appartient aujourd'hui de mettre en place les mesures qui sont nécessaires pour assurer cela. Merci à vous et excellente discussion.